Elle est active dans la vie montréalaise depuis de nombreuses années, sur le plan communautaire, sur le plan civique, sur le plan médiatique même, depuis un bout. Vous avez certainement déjà vu son visage. Elle se lance aujourd'hui en politique. Cathy Wang, qui est candidate au poste de conseillère municipale dans Peter McGill. Bonjour. Bonjour, Julien. Donc oui, vous avez une voix qui porte déjà tellement. Vous sentez que vous allez avoir un levier encore plus puissant en vous lançant en politique? Je dirais un levier à une échelle municipale. J'ai eu une grande implication au niveau communautaire. Oui, j'ai exprimé ma voix dans différents médias, mais j'avais envie d'avoir une implication au niveau municipal. On dit souvent que la politique municipale est le palier qui est le plus proche des citoyens, où on rend des services et où, moi, je trouve, à Montréal, on a vu une amélioration dans les 4 dernières années et j'avais envie de contribuer à ce grand projet. Je suis une grande amoureuse de Montréal et puis, pour moi, c'était naturel de faire ce saut-là et de vouloir m'impliquer. Le communautaire a été un milieu qui m'a marqué dans mon parcours et pour moi, d'avoir cet impact-là, mais à une autre échelle, était une étape naturelle pour moi à faire. Effectivement, bon, vous m'emmenez un peu sur ma prochaine question. Bon, vous avez dit que dans les 4 dernières années, vous aviez observé quand même une amélioration. C'est ce qui vous a poussé à vous lancer sous la bannière de l'équipe Coda? Absolument. Et puis, j'ai regardé différentes initiatives que le maire a menées dans les 4 dernières années. Puis moi-même, j'y ai participé parce que au Conseil des Montréalaises ainsi qu'au Y, on déposait des avis et puis on a participé à plusieurs des consultations. Donc, que ce soit la première politique d'itinérance à Montréal, la politique de développement social, de vivre ensemble, toutes les questions de logement. Donc, j'ai pu voir, en fait, toutes ces différentes initiatives menées par l'équipe du maire. Et puis surtout, de voir la mobilisation qu'il y a à Montréal, les mouvements citoyens, puis à quel point est-ce qu'à Montréal, on tient à ces enjeux-là, puis on tient à y participer. Et pour moi, c'était de pouvoir continuer dans ces enjeux-là et de pouvoir y continuer au niveau politique. Peter McGill, ce district-là à l'ouest, donc de l'arrondissement de Ville-Marie, on sait qu'on peut dire ça sur plusieurs districts, mais celui-là particulièrement, ne serait-ce que démographiquement, c'est un district qui est assez particulier, qui est très, très varié, qui va d'un extrême à l'autre sur toutes sortes de plans. Pourquoi c'est ce district-là en particulier que vous convoitez? Je l'ai convoité parce que c'est un district dans lequel j'ai travaillé les 15 dernières années. J'ai étudié également, puis j'ai grandi. En fait, je suis moi-même une jeune des programmes communautaires durant toute mon adolescence. Et puis pour moi, c'était vraiment une façon de m'impliquer dans un centre-ville qui est le poumon de notre province, même du pays, et en même temps qui fait face à des enjeux sociaux, des enjeux économiques, et d'être capable, en fait, de répondre à ces défis urbains très importants, que ce soit en lien avec le logement, le transport, les étudiants, les questions aussi en lien avec la sécurité alimentaire. Pour moi, Peter McGill est vraiment un microcosme qui, si on réussit, en fait, à parler d'inclusion au centre-ville, pour moi, Montréal peut devenir un exemple d'une métropole réellement humaine, réellement inclusive. Et pour moi, c'était de relever ce défi-là. Peter McGill, on le connaît tous et toutes parce qu'on y va pour y travailler. Mais moi, c'est surtout l'aspect humain et les résidents, et pour les résidents, en fait, que je souhaitais m'y impliquer. Ben justement, parce que, bon, vous parlez de Peter McGill et du centre-ville de Montréal comme étant un poumon économique pour le Canada, pour le Québec, et plus largement pour la région métropolitaine. Il y a des gens qui y vivent, il y a de plus en plus de gens qui y vivent. Encore peut-être trop peu de familles, diront certains. On veut changer ça. Concrètement, si je vous demande 2 pistes de solutions pour, justement, endiguer peut-être le problème d'éloignement des résidents en ce moment, qu'est-ce que vous feriez? Oui. Bien, une des grandes fiertés à Montréal, c'est que les résidents vivent dans leur centre-ville. C'est contrairement à Paris, New York, Londres, à Montréal, on y retrouve des résidents et des résidentes. Et une des premières choses qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grande diversité de résidents. T'sais, on peut pas, il y a pas un one size fits all là, où lorsqu'on regarde les résidents dans l'ouest de Peter McGill, proche du Square Cabot, versus les résidents proches, je vous dirais là, du Forum, proche, par exemple, des nouveaux condos là, où est-ce qu'il y a Près du Centre Bell, par exemple. Proche du Centre Bell, exactement. On a vraiment des diversités. En fait, on a vraiment des réalités très diversifiées. Fait que déjà, faut comprendre ces enjeux-là. Au niveau du logement, nous, on va beaucoup parler de logement social, avec le statut de métropole notamment, qui va pouvoir donner les pouvoirs, les responsabilités et les budgets à Montréal pour pouvoir adapter des programmes spécifiques à Montréal. Donc, déjà là, le logement social, ça, c'est un enjeu qu'il faut ramener au centre-ville, mais également la question des logements familiaux. Actuellement, la plupart des condos construisent des appartements à une chambre, maximum 2. On veut que ces condos puissent offrir également des logements familiaux, donc de 3 chambres et plus. Il va aussi falloir parler de salubrité.
C'est un grand enjeu. On voit les nouveaux condos, Oui. mais il y a des logements qui sont là depuis des années, des décennies. Dans et un où, état dans un discutable. état, voilà. Alors là, il y a vraiment un enjeu de salubrité où il faut pouvoir justement intervenir davantage et plus efficacement. Et bien sûr, tout ce qui touche le logement étudiant. Ça, c'est un enjeu, le logement pour les aînés. On a toute une population, en fait, qui se sont établis dans le centre-ville il y a 30 ans et qui vivent encore aujourd'hui, 30 ans plus Oui. tard, mais qui aujourd'hui, ce sont des résidents qui ont 75, 80 ans, très attachés au centre-ville. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement mieux les inclure? Bien, pour moi, c'est de s'assurer que nos logements soient davantage familiaux, mais également, puis ça, c'est une promesse qu'on a sortie, c'était d'avoir un minimum de 30% de logements accessibles universellement pour des personnes à mobilité réduite. Évidemment, comme vous le dites, il y a beaucoup de différentes clientèles, de différentes populations qu'il faut bien desservir dans le centre-ville de Montréal, dans Peter McGill, Cathy Wong. Beaucoup vous diront, l'administration Coderre est au pouvoir depuis 4 ans. Il s'en est construit beaucoup de grandes tours au centre-ville. C'est indicateur d'un dynamisme économique, c'est vrai. Mais comment se fait-il que, là, aujourd'hui, on veuille changer les choses peut-être plus efficacement? Premièrement, tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que dans le centre-ville, dans les 4 dernières années, il y a eu beaucoup de travail à bâtir ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie centre-ville que vous connaissez. Oui. Cette stratégie centre-ville se veut être une vision globale au niveau du développement du centre-ville. Et cette vision-là englobe non seulement Peter McGill, mais va jusque dans le sud-ouest, Plateau, va jusqu'à l'est du centre-ville. Et dans cette vision-là, il y a vraiment une vision de logement social, de logement familiaux étudiants. Et cette vision, bien, elle a été adoptée il y a même pas un an, là, tu sais. Donc, elle est là. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'au niveau du statut de la métropole, et en fait, l'arrivée de ce statut-là va avoir un énorme impact sur les pouvoirs montréalais. Comme je vous disais tout à l'heure, les programmes québécois, selon moi, sont pas bien adaptés aux réalités montréalaises. Et jusqu'à date, Montréal n'avait pas les pleins pouvoirs pour pouvoir déterminer le type de logement, les lieux de logement, la mixité sociale étaient encore des enjeux qui étaient majoritairement déterminés à Québec. Ouais. Et avec le statut métropole, j'ai la pleine confiance qu'on va pouvoir aborder ces enjeux de front, qu'on va pouvoir non seulement avoir les responsabilités, mais les budgets aussi pour le faire. On sait qu'encore aujourd'hui, 24 000 familles attendent encore pour avoir des places dans des logements sociaux, dans des HLM, mais actuellement, les enjeux se débattent majoritairement à Québec. Tu sais. Et donc, moi... Montréal, historiquement, n'avait pas beaucoup de pouvoir. Là, ça change effectivement avec exactement, la loi sur la métropole. Peut-être en terminant, Cathy Wong, toujours dans ce district de Peter McGill, plus particulièrement, on sait que le transport est un enjeu, la mobilité ou le manque de mobilité, diront certains, est un problème parce que les routes sont congestionnées, les transports en commun sont saturés aussi. En quelques mots, comment vous prévoyez aborder ce problème? Oui. Bien, premièrement, on va vouloir parler de vision zéro, c'est de sécuriser davantage les intersections où les vélos, les piétons et puis les voitures se déplacent. Vision zéro pour qu'il n'y ait plus aucun décès ou blessé grave sur les routes de Vision Montréal. zéro, zéro accident, zéro mort. Ça, c'est un des éléments essentiels, surtout dans le centre-ville où certaines rues deviennent des autoroutes quasiment. Alors, il y a une sécurisation à faire à ce niveau-là. Le REM on peut parler de rues directement? Avez-vous des exemples à nous donner? En fait, je vous dirais, Maisonneuve est un exemple où l'une des pistes cyclables où déjà les automobilistes roulent très vite, mais également les vélos. Et en fait, c'est l'autoroute principale du centre-ville. Et il y a vraiment un travail de sécurisation à faire sur Maisonneuve. Et puis, lorsqu'on parle de piétonisation, il y a de plus en plus de ruelles vertes. Il y a un désir, justement, de créer une piétonisation au centre-ville, mais encore là, il faut s'assurer que cette piétonisation soit sécuritaire et en cohabitation avec les vélos et puis les chauffeurs et les voitures. Et donc, il y a toute une vision à développer à ce niveau-là. Vous le savez, Sainte-Catherine, on planifie un grand réaménagement dans le centre-ville. Metcalfe jusqu'à Bleury va être fermé pour réparer les aqueducs, réparer les trottoirs, les rues qui ont été abandonnées dans les 25 dernières années. Donc, il y a aussi une prévision en amont de ces constructions à faire pour pouvoir mieux communiquer les services qui vont exister, mieux communiquer les stationnements également qui vont exister au centre-ville. Donc, il y a tout un travail de communication à faire avec les commerces, en accompagnement avec eux. Et par la suite, on parle de Metcalfe jusqu'à Atwater, qui va être fermé ensuite en deuxième phase. Donc, là aussi, un travail d'accompagnement à faire. Et donc, lorsqu'on parle de piétonisation et puis de pistes cyclables et de voitures, il y a une réflexion qui va partir du centre-ville, mais surtout de la rue Sainte-Catherine qui va devoir être faite aussi. Il y a une place donc à l'amélioration que vous allez certainement attaquer si vous êtes élu conseillère municipale donc dans le district de Peter McGill au sein de l'arrondissement Ville-Marie. Pour l'équipe Coderre, je le rappelle, Cathy Wong, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci beaucoup, Julien. Au plaisir.